Le grooming sur Minecraft. Le 17 février 2014, Breck Bednar, 14 ans, est monté dans un taxi devant chez lui à Caterham, dans le Surrey. Breck était un adolescent timide et intelligent, passionné par la construction de mondes élaborés dans Minecraft et les jeux de tir en ligne avec un petit groupe d'amis. Au centre de ce groupe se trouvait Lewis Daines, 18 ans, un joueur plus âgé qui gérait le serveur utilisé par les garçons et que Breck n'avait jamais rencontré en vrai. Pendant plus d'un an, Lewis est lentement passé de chef de clan sympathique à quelque chose de plus sombre. Il se vantait de faux emplois à New York, de travaux secrets pour le gouvernement, de sommes d'argent énormes, se présentant comme un génie de la programmation capable de rendre Breck riche. Sur le chat vocal, il critiquait les parents et les amis de Breck, lui disant qu'ils le freinaient, alors que seul Lewis le comprenait vraiment. La mère de Breck a remarqué le changement chez son fils, a réduit son temps de jeu et a même appelé la police pour les alerter à propos de cet homme plus âgé du serveur. Ce week-end de février, Lewis a finalement convaincu Breck de venir seul chez lui promettant de lui céder une part d'une entreprise informatique lucrative. Dans ce petit appartement de l'Essex, il n'y avait ni entreprise ni avenir. À un moment donné, ce jour-là, Breck a été ligoté et poignardé au cou, mourant sur le sol de l'appartement où il était entré en pensant rencontrer un autre joueur et mentor. Plus tard, alors que la police reconstituait le crime, ils ont découvert que Louis avait même partagé des images du corps de Breck avec le même groupe en ligne où leur amitié avait commencé. Un garçon qui ne voulait que construire des mondes virtuels a été tué par quelqu'un qui a utilisé le jeu vidéo pour l'éloigner du monde réel. L'effondrement sur Wizit. Le 4 mars 2009, Tim Eve, 25 ans, faisait du jogging sur place dans son salon à Upton-on-Sea, sur la côte anglaise. Jim était chef scout, cycliste passionné et batteur, en pleine forme et en bonne santé selon tous, et ce soir-là, il transpirait simplement en jouant à la Wi-Fi de Nintendo, sa petite amie à ses côtés. Tout en sautillant sur la balance board, il discutait au téléphone avec sa mère, riait d'avoir commandé un kebab et sirotait un verre de Porto entre deux parties. Pour Tim, la console était un moyen de rendre l'exercice ludique. Pour tous ceux qui regardaient, rien dans la scène ne semblait dangereux. Il n'y avait ni grande vitesse, ni poids lourd, juste un jeune homme qui faisait du jogging dans son salon devant la télévision. Puis, presque sans avertissement, Tim s'arrêta en plein mouvement, vacilla et s'effondra soudainement sur la moquette. Sa petite amie et un ami se sont précipités à genoux à ses côtés, commençant un massage cardiaque pendant que le menu de la Wii restait silencieux en arrière-plan. Les ambulanciers l'ont transporté d'urgence à l'hôpital, mais les médecins n'ont pas pu le ramener à la vie. La cause probable était un trouble du rythme cardiaque caché, parfois appelé syndrome de mort subite de l'adulte, une affection qui peut frapper sans aucun signe apparent. Le jeu n'a pas tué Tim, comme les gros titres le laissaient entendre, mais son histoire révèle une autre forme d'horreur. Un instant, il courait joyeusement à travers un paysage de dessins animés lumineux à l'écran, et l'instant d'après, la vraie vie s'est tout simplement arrêtée. L'accident Pokémon Go. Le 23 août 2016, Keiji Gu, un chauffeur routier de 39 ans, effectuait des livraisons à Tokushima, sur l'île japonaise de Shikoku. Ce soir-là, il a engagé son petit camion sur une route étroite bordée de champs et de maisons, acheté un œil à son téléphone et a lancé la nouvelle obsession de l'année, Pokémon Go. Alors qu'il approchait d'un passage piéton, l'écran affichait une créature à proximité et Keiji s'est concentré sur la carte lumineuse plutôt que sur l'asphalte réel devant lui. Au même moment, deux femmes sont descendues du trottoir pour rentrer chez elles en traversant le carrefour. Des témoins ont ensuite déclaré que le camion n'a jamais ralenti. Keiji n'a levé les yeux que lorsqu'il a ressenti l'impact et entendu un bruit sourd écœurant contre le capot. Le téléphone a glissé de sa main alors qu'il freinait trop tard, le véhicule dérapant et s'arrêtant plusieurs mètres après le passage piéton. Les deux piétonnes ont été projetées au sol. L'une des femmes a survécu avec des blessures, mais la septuagénaire qui marchait à ses côtés a subi des traumatismes dévastateurs et est décédée peu après. Keiji a immédiatement reconnu qu'il chassait des monstres numériques en conduisant et a fondu en larmes en parlant à la police. Au tribunal, il a présenté ses excuses à la famille de la victime, affirmant que si seulement il avait rangé son téléphone, elle serait encore en vie. Un jeu conçu pour inciter les gens à marcher davantage et à explorer leur quartier avait, en quelques secondes d'inattention, transformé une simple tournée de livraison en scène mortelle. La revanche du café Counter-Strike. Au printemps 2008, dans la ville sibérienne de Novosibirsk, Alexei, 17 ans, passait une nouvelle nuit dans un cybercafé enfumé en sous-sol. En face de lui, Alexandre, 14 ans, fixait un écran vacillant. Les deux garçons enchaînaient les parties de Counter-Strike sur des PC usés alignés en rangée. Ils étaient là depuis des heures à se chambrer dans leur casque, leur rivalité s'aiguisant à chaque match. Alexei était plus âgé, plus grand et meilleur au jeu. Chaque victoire s'accompagnait d'une nouvelle provocation, d'un autre commentaire sarcastique dans la pièce exiguë, déjà saturée de fumée de cigarettes et de vapeur de nouilles instantanées. À un moment, la dispute dégénéra en bousculade entre les rangées de chaises et le personnel les sépara, mais laissa les deux rester, habitués aux ados bruyants et aux tournois nocturnes. Un peu après 3 heures du matin, le café finit par fermer et mit tout le monde dehors dans la cour froide. Alexander brûlait encore d'humiliation, furieux d'avoir été battu aussi publiquement devant les autres joueurs.
Des témoins ont ensuite déclaré que lui et un ami avaient attendu près de l'entrée pendant qu'Alexei sortait dans l'obscurité, sa veste zippée serrée contre le froid. La bagarre qui s'ensuivit fut brève et brutale. Les poings et les bottes remplacèrent les fusils numériques, et les coups sourds sur le béton résonnèrent plus fort que n'importe quel effet sonore du jeu. Lorsque les voisins regardaient par leurs fenêtres, Alexei gisait immobile au sol, la tête et la poitrine grièvement blessées. Il est mort de ses blessures, un adolescent tué non pas par une bombe placée sur une carte virtuelle, mais par un autre garçon qui ne pouvait se résoudre à laisser le résultat d'un match affiché à l'écran, le swatting de Call of Duty. Le 28 décembre 2017, Andrew Finch, âgé de 28 ans, ouvrit la porte d'entrée de sa maison à Wichita, au Kansas. Andrew n'était pas un joueur professionnel, il ne faisait même pas partie de la dispute qui faisait rage en ligne ce soir-là. Pourtant, en quelques secondes, il allait se retrouver au centre de l'une des morts les plus tristement célèbres liées à Call of Duty de l'histoire. Les gyrophares des voitures de patrouille illuminaient la rue, et des policiers armés criaient déjà des ordres depuis l'obscurité. Plus tôt dans la soirée, deux joueurs de Call of Duty, situés dans des états différents, s'étaient disputés pour un pari dérisoire, à peine de quoi s'acheter quelques bricoles. Les insultes ont dégénéré sur Twitter et l'un d'eux a fait intervenir un troisième homme, Tyler Barris, 25 ans, connu en ligne pour passer de faux appels d'urgence. Barris a appelé la police de Wichita et a affirmé qu'il retenait sa famille en otage dans une maison, disant qu'il avait déjà tiré sur son père et qu'il comptait mettre le feu à l'endroit. L'adresse qu'il a donnée était, selon lui, celle de son rival. En réalité, c'était la maison d'Andrew Finch, où sa famille venait de passer une soirée tranquille. Quand Andrew a entendu du bruit dehors, il est sorti sur le perron, désarmé, confus face à la lumière aveuglante soudaine et aux silhouettes des policiers pointant leurs fusils sur lui. Les images de la caméra piéton ont ensuite montré qu'il levait les mains, puis les ramenait brièvement vers sa ceinture, peut-être pour remonter son pantalon, peut-être simplement par surprise. Un policier a tiré un seul coup de feu. Andrew s'est effondré sur le pas de la porte tandis que ses proches hurlaient à l'intérieur, ne comprenant pas du tout pourquoi la police était là. Il est mort peu après à l'hôpital, tué parce qu'un inconnu à des centaines de kilomètres de là avait utilisé les services d'urgence comme une arme de plus dans une querelle en ligne. Pour une dispute insignifiante sur Call of Duty, un vrai père de famille n'est jamais rentré chez lui. La fusillade de la famille Alour. Le 20 octobre 2007, Daniel Petrick, 16 ans, est entré dans le salon de la maison familiale à Brighton Township, dans l'Ohio. Ses parents, Mark et Suzanne Petrick, étaient assis ensemble sur le canapé à regarder la télévision après un service religieux en soirée. Daniel se tenait derrière eux, tenant un pistolet qu'il avait discrètement pris dans la boîte verrouillée de son père. Une boîte qui contenait aussi autre chose dont il pensait ne pas pouvoir se passer. Quelques semaines plus tôt, Daniel était devenu obsédé par la sortie de Halo 3. À cause d'une grave infection et de longs séjours à l'hôpital, il avait passé des mois principalement à l'intérieur et le jeu de tir de science-fiction était devenu son échappatoire. Il jouait jusqu'à 18 heures par jour chez un ami, se perdant dans des campagnes où la mort n'était que temporaire et où les personnages réapparaissaient toujours. Quand son père a découvert qu'il avait acheté sa propre copie en enfreignant les règles familiales, il a confisqué le disque et l'a enfermé avec le pistolet. La rancœur couvait en Sios. Pour Daniel, c'était comme si ses parents lui avaient retiré la seule chose qui lui donnait un sentiment de puissance et de contrôle. Ce soir d'octobre, après avoir trouvé la clé et ouvert le coffre, il a pris à la fois le jeu et le pistolet, puis est descendu. Il a demandé à ses parents de fermer les yeux pour une surprise. Puis il a tiré, tuant sa mère et blessant grièvement son père. Daniel a tenté de maquiller la scène en meurtre-suicide et s'est enfui dans la camionnette familiale avec le jeu Halo sur le siège passager, mais la police l'a arrêté en quelques minutes. Devant le tribunal, un juge déclarera plus tard que l'adolescent semblait incapable de comprendre que les vraies balles ne sont pas comme les balles virtuelles, que dans ce monde, il n'y a pas de bouton de redémarrage. La tragédie de League of Legends. Fin mars 2018, le joueur professionnel de League of Legends, Yiliang Doublelift Peng, se trouvait en Amérique du Nord pour préparer un match crucial avec son équipe. Doublelift était l'un des tireurs les plus célèbres du jeu, un joueur dont la vie avait été façonnée par de longues heures d'entraînement, la tension des projecteurs sur scène et les acclamations de la foule. Derrière ce succès tenaient ses parents, Wei et Hua, qui avaient d'abord été sceptiques quant à sa carrière, mais avaient finalement vu leur fils devenir une star du jeu compétitif le plus populaire au monde. Ce même week-end, son frère aîné Yi Yong est revenu dans la rue calme de la banlieue d'Orange County où vivaient leurs parents. Les voisins se souviendront plus tard d'avoir entendu de violentes disputes à l'intérieur de la maison, les bruits d'une confrontation familiale qui n'avait rien à voir avec les sports, les sponsors ou l'argent des prix. Lorsque les policiers sont arrivés après des appels d'urgence, ils ont découvert une scène qui a choqué même les enquêteurs les plus chevronnés. Wapong avait été poignardé à mort dans la maison. Son mari Wei était grièvement blessé mais encore en vie, transporté à l'hôpital dans un état critique. Young a été arrêté à proximité, accusé d'avoir tué sa mère et tenté de tuer son père, puis inculpé pour meurtre et tentative de meurtre. La nouvelle de l'attaque est parvenue à Doublelift alors qu'il était avec son équipe. En quelques heures, les fans et d'autres joueurs ont envahi les réseaux sociaux de messages de soutien, tandis que les retransmissions montraient sa chaise vide sur scène.
Pour beaucoup de spectateurs, c'était la première fois qu'ils prenaient conscience que les héros qu'ils acclament dans des arènes illuminées restent vulnérables aux mêmes tragédies familiales que tout le monde. Dans une communauté construite autour d'un champ de bataille imaginaire, l'une de ses plus grandes stars a soudainement été contrainte de faire le deuil d'une perte bien réelle qu'aucun jeu ne pourrait jamais effacer.